Bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire. Je suis votre animatrice Megan Enriquez. À quoi ressemblera votre retraite? Pour de nombreux Canadiens, c'est une question simple, mais la réponse est compliquée. On veut se détendre, passer plus de temps avec ses proches et parcourir le monde si possible. Par contre, la façon d'y arriver n'est pas toujours claire. Après tout, ce n'est pas toujours facile d'épargner et d'investir pour la retraite. Il peut être difficile de calculer le montant à épargner et de déterminer les placements à choisir et la façon de les gérer. Il y a beaucoup d'inconnus qui peuvent changer les meilleurs plans. Il est facile de comprendre pourquoi 40 des travailleurs canadiens interrogés par l'Institut canadien des actuaires l'an dernier ont indiqué qu'ils ne savaient pas quand ils prendraient leur retraite. Par ailleurs, dans le cadre d'un sondage mené par Natizis l'an dernier, un Canadien sur 4 a déclaré qu'il lui faudrait un miracle pour assurer sa sécurité financière à la retraite. Eh bien, il y a des façons de simplifier le processus d'épargne et de placement pour profiter de l'âge d'or. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je m'entretiens avec Simon Duhem, facilitateur formation des clients dans les mots de Brian C., chef des placements à Evermore Capital. L'objectif de sa société est d'aider les Canadiens à se constituer un bas de laine tout en ayant l'esprit tranquille. Merci d'être avec nous, Simon. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais poser une question quiz sur l'épargne retraite au Canada qui fera réfléchir notre auditoire. Combien d'argent un ménage canadien moyen détenait-il dans les régimes de retraite privés comme les REER collectifs, des REER personnels, des fonds enregistrés de revenus de retraite ou FER et des comptes de retraite immobilisés ou CRI en 2019? La réponse sera donnée à la fin de notre conversation. Alors, restez jusqu'au bout. Avant d'aborder certaines approches précises en matière d'investissement pour la retraite, commençons par établir les bases. De nombreux Canadiens savent qu'ils devraient épargner pour la retraite, mais ils ne savent pas nécessairement comment s'y prendre. Quels sont les principaux facteurs qui pourraient les aider à établir leur plan de retraite? Oui, c'est important de savoir et de se rappeler aussi qu'il y a deux facteurs qui font en sorte qu'un objectif comme la retraite, c'est assez unique comme objectif. Donc, le premier, c'est que on a un horizon de placement qui est beaucoup plus long qu'un autre objectif plutôt à court terme, comme peut-être si je voulais aller en vacances l'année prochaine ou peut-être m'acheter une voiture. C'est une différente perspective qui fait en sorte que j'ai beaucoup plus de temps devant moi. Mais aussi, deuxièmement, c'est une somme d'argent qu'on espère pouvoir conserver pendant un certain nombre d'années, en fait. Parce que une fois qu'on est retraité, on sait qu'on va pas travailler, idéalement, bien sûr. Donc, c'est quelque chose qu'on doit toujours prendre en considération parce que si on sait qu'on a beaucoup de temps devant nous, on peut s'y mettre d'avance et le mieux c'est. Parce que si on a déjà entendu quelque chose comme ça, la magie de l'intérêt composé, c'est quelque chose qui est très puissant, en fait, pour nous amener où ce qu'on doit aller. Alors, le plus de temps qu'on a, le plus de temps que l'intérêt composé pourrait augmenter nos revenus de placement. Alors ça, c'est quelque chose qui sert comme avantage avec un horizon de placement plus lointain. Mais aussi en même temps, on sait que, étant donné qu'on doit garder cet argent-là pour un nombre d'années, on peut pas faire n'importe quoi avec ça. On doit quand même le conserver et le bien et l'investir. Alors tu peux voir, Megan, que c'est assez unique comme approche. C'est pas comme nécessairement les autres objectifs qu'on pourrait faire. Alors, avec ça, euh, il, il y a certains trucs, en fait, qui gagnent la peine de parler. Parce que si on parle d'investissement, si on parle de retraite, c'est quelque chose qui est très unique à la personne en tant que telle, n'est-ce pas? Donc, on pourrait premièrement se poser quel type de vie que j'aimerais avoir. Est-ce que je pourrais me contenter avec un revenu assez minime ou est-ce que j'ai besoin d'un revenu de retraite? Alors, ça c'est une étape qui vaut la peine d'explorer, Megan, c'est qu'une fois qu'on va faire le saut, on va finalement être retraité officiellement,
quelle source de revenus qu'on va pouvoir obtenir. Donc, c'est à ce moment-là que toutes les décisions qu'on aura faites dans notre carrière ou plutôt dans la vie, comme nos dépôts dans les comptes de REER, dans nos CRI, nos CELI, voilà maintenant le temps de l'utiliser. Alors, on aura ça. On aura aussi peut-être d'autres, des régimes de pension si on est chanceux, des programmes de gouvernement aussi, comme la sécurité de la vieillesse, par exemple. Alors, on va pouvoir penser à ça, mais aussi quelque chose qui vaut la peine de discuter, Megan, c'est qu'on va pas nécessairement avoir le même nombre de dépenses aussi. Parce que si on assume que on aura peut-être déjà acheté la maison, on l'aura peut-être payé à ce stade-ci de notre vie. Si on achète une maison dans notre trentaine, dans notre quarantaine, idéalement, dans 25 ans, c'est payé. Donc, ça, déjà, c'est une dépense de moins. Peut-être que si on avait des enfants, que eux, maintenant, ils sont plus avec nous. Plus avec nous dans le sens où ils n'habitent plus avec nous, n'est-ce pas? Donc, ils sont peut-être en appartement ou peut-être qu'ils sont allés à l'école, peu importe. Donc, déjà, encore ça, c'est moins de dépenses. Alors, on n'a pas nécessairement besoin du même montant. Alors, tout ça, ça rentre dans la considération que il faut s'y prendre le plus tôt possible, Megan. Et c'est un objectif que nous avons tous avantage à commencer à parler et à prendre action. Et aujourd'hui, dans le webinaire, on va pouvoir discuter de ça encore plus en profondeur. Donc, voilà un peu de contexte pour celle-ci. Merci Simon. Alors, vous l'avez dit que pour la retraite, c'est plutôt une situation unique, mais il y a plusieurs Canadiens qui ont de la difficulté à déterminer combien ils doivent épargner et investir chaque mois pour leur retraite. Quelle est une façon simple pour ceux euh, qui veulent trouver leur montant magique? Ouais, effectivement. J'aime bien comment tu as posé la question, Megan. Son nombre magique, n'est-ce pas? Parce que ça ne sera pas le même nombre pour n'importe qui. Encore une fois, je pourrais reposer la question, quel type de vie, quel mode de vie qu'on espère envisager. Et je sais que Brian C., dans son webinaire que nous avons fait, il avait trouvé un nombre d'environ 50%. Et ce 50%-là, ça vient d'un 50% du revenu que cette personne faisait là pendant le temps qu'elle travaillait. Alors, si j'avais, par exemple, un salaire de 60 000 30 000, 50 ça devrait être assez. Et ça vient avec les faits qu'on vient de discuter avant, Megan. Donc, si j'ai plus de loyer à payer ou d'hypothèque, déjà, ça, c'est quelque chose. Mes enfants, peu importe. Alors, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'il y a un peu moins de dépenses qui seront nécessaires. Alors, le nom magique, encore une fois, c'est très unique à la situation, très unique à la personne en tant que telle. Mais d'après ces études qu'il avait fait, Brian, il avait trouvé un montant d'environ 50%. Ça nous donne quand même un point de départ. Et à ce moment-là, on n'est pas obligé de se satisfaire avec 50%. Ça, c'est d'après ses recherches qu'il avait fait, c'est un nombre qu'il avait trouvé. Mais si nous, on espère avoir un certain revenu comme 40 000, 50 000, ça se fait aussi. Mais ça va peut-être demander quelques actions de notre part. Donc ça voudrait dire peut-être que je pourrais économiser un peu plus cette année-ci, peut-être déposer plus dans mon REER, peut-être investir d'une autre manière aussi. Alors, il y a toujours des choses des ajustements à apporter si nécessaire. Et ça, c'est quelque chose aussi qui prend, qui vaut la peine de considérer, Megan, parce que moi, si je l'amène dans mon propre cas, je sais que, étant donné que j'ai quand même un grand horizon de placement devant moi, je suis prêt à peut-être prendre un peu plus de risques dans ma stratégie, peut-être épargner plus pour donner plus d'effet à l'intérêt composé. Et j'espère que je pourrai faire ça le plus longtemps possible, mais je sais que ça change. Hein. Déjà, ces jours-ci, c'est un peu plus difficile de faire cette stratégie-là. Mais peu importe, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise approche à faire, mais c'est quand même quelque chose que si on peut se permettre de s'y prendre tôt et fréquemment. Alors voilà quelques petits conseils. Je dirais même pas conseils, mais quelques points à noter à ce sujet. Alors, vous avez mentionné que pour vous, vous avez beaucoup de temps avant votre retraite, mais ça ne veut pas nécessairement dire que si j'avais moins de temps, que c'est trop tard pour nous. Alors, ça nous aide à souligner l'importance de garder le cap en matière d'épargne et de placement en vue de la retraite, mais c'est parfois difficile de s'y tenir. Qu'est-ce qui pourrait faciliter les choses pour les Canadiens?
Absolument, regarde, c'est jamais trop tard. Et une des approches qui pourrait peut-être faciliter la tâche, ça serait de s'implémenter quelque chose qu'on appelle un dépôt direct automatique. On pourrait appeler ça un plan de cotisation mensuel ou un plan d'investissement systématique qui explique pas mal ça dans le nom en tant que tel. C'est de automatiser nos placements, en fait. Alors, ça serait quand même assez semblable à si on avait une facture à payer chaque premier du mois. Je dois payer mon téléphone, par exemple. Je fais ça automatiquement, 50 $, peu importe ce que c'est. Chaque premier du mois, c'est payé automatiquement. Comme ça, je suis sûr de ne pas oublier. Mais si je pourrais faire ça dans mon compte de placement pour investir automatiquement, non seulement faire le dépôt en tant que tel dans le compte, donc autrement dit de prendre par exemple, je sais pas, 100 $ de mon compte chèque, l'envoyer dans mon compte de placement. Voilà, ça c'est quelque chose, ça c'est ce qu'on pourrait appeler épargner. Mais pour investir, ça se fait aussi. On pourrait prendre cet argent-là, le déposer automatiquement et aussi l'avoir investi dans des types de placements qu'on avait préétablis de manière automatique chaque premier du mois, chaque 5 du mois, chaque 16 du mois, peu importe la fréquence, ça se fait. Alors ça, c'est quelque chose qui pourrait faciliter la tâche et qui assurait, on appelle, il y a, comment dire, une expression qui se dit souvent en anglais, pay yourself first. Alors, se payer en premier, ça pourrait assurer cette donne-ci. Donc, si on a une date en particulier que ça va aller chercher notre argent, qu'on le veut ou qu'on le veut pas, ça se fait. Eh bien, voilà une façon de simplifier la tâche et en même temps de s'implémenter une bonne habitude. Parce que des fois, Megan, c'est pas intéressant d'épargner. Hein. Moi chaque mois, j'ai des tentations. Ça me tente d'acheter un nouveau gadget pour ma maison, peu importe. Il y a tellement de choses qui font en sorte, mais j'aurai pas l'option si l'argent n'est pas là. L'argent est investi automatiquement. Alors, de côté psychologique, ça fait quelque chose aussi parce que même, j'ai parlé un peu de la tentation, mais même c'est juste une question d'oublier des fois. Là, on pense pas toujours nécessairement moi quand je suis payé, la première chose que je pense c'est de payer mes factures, c'est pas nécessairement d'investir et de placer mon argent et ça j'imagine que je suis pas le seul à faire ça. Alors si je sais d'avance que ça c'est un peu ma mentalité, euh, en automatisant les placements, ça me donne même pas cette option-ci et ça pourrait assurer que j'oublie pas un mois ou une fréquence que j'aimerais établir pour mon objectif justement de retraite. Maintenant, les instruments d'épargne et les placements sont aussi importants. La plupart des Canadiens connaissent bien les REER et les CELI, qui ont tous les deux les avantages et des inconvénients. Quelles sont les règles d'or pouvant les aider à décider lesquels privilégier? Oui, absolument, Megan. C'est deux produits excellents, n'est-ce pas? Parce que, comme tu as mentionné, il y aura des avantages, il y aura des désavantages, mais c'est pas quelque chose qui est exclusif. On n'est pas obligé de faire un ou l'autre nécessairement. On peut faire une combinaison des deux. On peut utiliser les deux produits pour ce qu'ils présentent et on va pouvoir atteindre nos objectifs ou au moins avoir les outils nécessaires pour les atteindre en utilisant les deux. Cela étant dit, ils sont assez différents dans la façon qu'ils sont opérés, dans la façon qu'ils sont administrés, peu importe. Mais si on commence avec le CELI, un des avantages principaux, c'est qu'on va pouvoir investir cet argent-là sans payer d'impôts. Et ça, déjà, c'est un gros avantage parce que quand on va investir sur le marché, il y aura trois manières de payer des impôts nécessairement. Si on est chanceux, on va pouvoir faire un profit et ça pourrait venir d'intérêts, de gains en capital ou de dividendes. Mais ces trois choses-là, ils seraient imposés si ce n'était pas à l'abri d'impôts, comme le CELI. Donc voilà un des avantages, mais un autre, c'est la flexibilité que ça présente dans le sens où si j'ai besoin de cet argent-là, c'est disponible à moi, je pourrais le retirer. Alors ça, c'est quelque chose qui va me donner un peu de souplesse aussi, dans le sens où si jamais, par exemple, ma voiture a des problèmes mécaniques, je pourrais aller dans mon CELI, prendre l'argent, il n'y aura aucun problème. Alors ça, c'est un peu comment ça fonctionne, mais ça ne va pas nécessairement m'aider dans, comment dire, mes objectifs à plus long terme, ou ce que peut-être que j'aimerais utiliser certains programmes qui vont me donner des avantages, comme le REER, par exemple. Parce qu'un des avantages principaux du REER, c'est le fait qu'une contribution dans ce compte-ci est déductible d'impôt. Alors, ça fait en sorte que c'est comme presque un incitatif, en fait, d'épargner pour ma retraite. Alors, non seulement je veux épargner moi-même pour ma retraite, mais on dirait que le gouvernement, ou peu importe ceux qui ont créé le REER, eux aussi, ils veulent
que j'épargne pour la retraite parce qu'ils vont me donner un crédit d'impôt pour le faire. Alors, en plus de ça, cet argent-là que je vais pouvoir déposer au l'abri d'impôt dans le compte REER, je vais pouvoir faire mes investissements, je vais pouvoir faire les gains en capital, les dividendes et tout. Et l'idée, c'est que, idéalement, je vais pouvoir mettre cet argent-là, bénéficier à court terme d'un crédit d'impôt ou au moins peut-être un peu moins d'impôts à payer, dépendamment de votre situation fiscale. Mais je vais pouvoir investir cet argent-là et idéalement, quand le temps va venir de faire ma retraite, je vais avoir beaucoup plus dans ce compte-là que j'avais déposé initialement. On l'espère, en tout cas. Alors, voilà l'avantage, mais aussi, si je dois retirer, en effet, c'est un peu ça le plan du REER, j'aimerais épargner pour la retraite, n'est-ce pas? Eh bien, une fois que je suis retraité, je vais pouvoir commencer à utiliser cet argent-là. Et oui, il y aura des impôts à payer, mais il y en aura moins parce que si j'assume que pendant ce temps-là, je vais pas pouvoir travailler ou au moins je ne vais pas travailler beaucoup, j'aurai moins d'impôts à payer basés sur mes revenus de déclarer cette année-là. Alors oui, je vais payer des impôts, mais je vais en payer moins que si j'aurais à ajouter ça dans le milieu de ma carrière où ce que je fais des bons salaires, etc. Mais l'inconvénient, comme tu avais mentionné, c'est que cet argent-là est un peu moins flexible à l'épuiser parce qu'il y aura des taxes à payer pour les retraits si ce n'est pas pour la retraite. C'est sûr qu'il y aura deux exceptions aussi, là, comme si on appelle ça un RAP, un régime d'accession à la propriété. Voilà une exception. Une deuxième aussi si je désire aller à l'école. Donc, il y aurait deux exceptions, mais à part ça, si je dois retirer et si je ne suis pas retraité, il y aura des pénalités ou des taxes qui seront à présenter. Donc, voilà un peu des deux comptes. Et vous voyez un peu, Megan, qu'il y en aura qui sont mieux et peut-être moins bien et peut-être moins bien dans certaines manières, mais avoir une combinaison utilisée et bien, premièrement, savoir que ces deux comptes-là sont disponibles à notre disposition, ça fait en sorte qu'on pourra peut-être penser à nos objectifs. C'est quoi le meilleur véhicule qu'on va pouvoir déposer notre argent et investir pour atteindre notre objectif. Donc, c'est sûr qu'il y aura peut-être des questions et quoi que ce soit. Un fiscaliste, habituellement, serait une bonne ressource pour d'autres informations supplémentaires. Mais voilà un peu des avantages, désavantages de chacun. Merci, Simon. Je pense que ça nous aide vraiment à clarifier la différence de ces deux types de comptes enregistrés. Alors, on entend souvent dire qu'il est important de tenir compte de la diversification lorsqu'on investit pour la retraite. Pourquoi au juste? Comment déterminer si nos placements sont suffisamment diversifiés? Exactement, Megan. La diversification, c'est un élément assez important dans la matière de placement, surtout dans la gestion de portefeuille. C'est un thème qui revient souvent et c'est assez simple à comprendre. La diversification, c'est de ne pas avoir tout notre argent au même endroit. Et il y a plusieurs manières de diversifier cet argent-là et nos placements. Et la bonne nouvelle, Megan, et c'est ça que Brian avait mentionné aussi dans le webinaire en anglais, ça n'a jamais été plus facile de diversifier nos placements avec tous les produits qu'on va pouvoir parler davantage. Mais vraiment, pour revenir à la question, la diversification, c'est quelque chose qui pourrait contribuer à réduire le risque de notre portefeuille. Et ça, si on pense à atteindre nos objectifs, et on investit notre argent sur les marchés, on sait qu'investir, là, euh, ça pourrait augmenter, ça pourrait diminuer. Il n'y a pas nécessairement des garanties de performance dans la matière de placement. C'est sûr qu'il y a d'autres produits qui vont avoir un peu plus de dimension, qui ressemblent un peu plus quelque chose comme ça. Mais en général, quand on investit sur les marchés boursiers, c'est vraiment, comment dire, volatile. Alors, comment qu'on pourrait faire nous-mêmes pour réduire cette volatilité-là? C'est avec la diversification. Et pour le mettre le plus simple possible, la diversification, c'est, si je vous donne un exemple, Megan, si j'avais 10 000 à investir et je le mets tous dans une action, eh bien, cette action-là sera très importante pour la valeur de mon portefeuille, la valeur de mes placements. Mais maintenant, si j'avais ce 10 000-là et je commence à peut-être investir un peu dans cette compagnie-ci, peut-être dans une autre compagnie totalement qui est par rapport aussi, comme si, il y a plusieurs manières de diversifier, non seulement dans les types de placements, parce que ça, c'est déjà quelque chose. Si j'investis un peu dans cette compagnie-ci, compagnie A, B, C, D, E,
c'est sûr que déjà, je suis un peu moins à risque dans le sens où si quelque chose arrivait à ma compagnie et j'avais tout mon argent dans cette compagnie-là, mon portefeuille ne serait pas super performant. Et voilà le risque, n'est-ce pas? Alors, en prenant notre argent et en investissant dans d'autres endroits, eh bien, mettons le même exemple que cette compagnie-là va pas super bien et le placement commence à chuter. Eh bien, heureusement, j'ai pas seulement ce placement-là. Et peut-être que le placement B, le placement C, ils n'ont aucun rapport à ce qui est arrivé ici avec cette compagnie-là. Et peut-être même eux, ils sont à la hausse, par exemple. Alors, j'ai maintenant une opportunité comment dire, de compenser cette perte avec un gain d'un autre placement. Et ça, ça va pas toujours marcher de cette manière-là. Il y a rien qui empêche que ça pourrait diminuer aussi ceux-là. Mais la diversification, c'est d'en avoir le plus possible dans différents éléments du marché boursier. Et ça, on pourrait faire dans les titres, dans les produits aussi, parce que si on avait tout notre argent dans le marché boursier en tant qu'action et FNB, eh bien ça déjà, c'est un produit en tant que tel, mais si on avait un certain pourcentage d'un autre produit, comme les titres à revenus fixes, par exemple, eh bien là, au moins, si les marchés boursiers sont à la baisse cette année-ci, il n'y a rien qui empêche les marchés à titres à revenus fixes d'augmenter. Alors déjà, on peut avoir un peu des deux pour compenser ce risque-là. Donc, pour le mettre le plus simple possible, avoir de l'exposition dans plusieurs secteurs, dans plusieurs compagnies, même dans plusieurs secteurs géographiques aussi. Si on est seulement dans les marchés canadiens, bien évidemment, on est assez exposé dans les marchés canadiens, mais on pourrait peut-être investir dans les marchés européens aussi si on voulait, ou les marchés émergents. Ça se fait tout ça. Et au moins, si quelque chose arrivait dans notre marché principal, on aura d'autres opportunités pour compenser ce risque-là. Donc voilà pourquoi c'est tellement important. Et Brian, il avait mentionné que c'est plus facile que jamais, et c'est vrai parce qu'il y a tellement de produits à fond comme un placement, des fonds négociés en bourse, que naturellement, le produit en tant que tel pourrait être diversifié dans le sens où il y aura plusieurs titres à l'intérieur. C'est sûr qu'il y aura des fonds communs de placement qui sont un peu plus spécialisés. Là, à ce moment-là, c'est moins diversifié que d'autres, mais il y en a qui sont des placements, par exemple, un fonds indiciel, Megan, un fonds de S&P 500, bien, ça va comprendre 500 compagnies, les 500 des plus grandes compagnies aux États-Unis. Donc déjà, à ce moment-là, il y aura des compagnies financières, il y aura des compagnies d'énergie, de technologie. On va avoir plusieurs secteurs et non seulement ça, on aura exposition à 500 compagnies au lieu de seulement un. Et ça, c'est à l'aide d'un produit. Au lieu de le faire nous-mêmes manuellement, d'aller acheter ces 500 compagnies-là, c'est plus facile que ça ces jours-ci. Donc, c'est quand même assez important dans la gestion de portefeuille et surtout quand on a une stratégie ou un objectif qui demande beaucoup de temps et beaucoup de, comment dire, de discipline, eh bien, comment faire pour optimiser notre portefeuille? Alors, vous l'avez dit plusieurs fois là que Brian a spécifié que c'est plus facile que jamais de diversifier. Mais avec ça, on a aussi les frais qui sont souvent associés à ces types de produits, mais même aux plateformes de placement. Alors, selon vous, c'est quelque chose que les Canadiens doivent garder à l'esprit lorsqu'ils épargnent pour leur retraite. Quelle différence les frais peuvent-ils avoir sur les rendements d'un portefeuille de placement? Absolument, Megan, parce qu'on avait discuté ici un peu de la surface pour l'instant, mais je suis convaincu qu'on va pouvoir en discuter encore plus tard. Mais les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse, c'est pas gratuit, ces comptes-là, ces produits-là. Parce qu'habituellement, il y aura un gestionnaire de portefeuille qui vont faire des décisions, qui vont faire du travail pour justement faire les placements à l'intérieur de ce fonds-là. Et nous, on va investir dans ce fonds-là et on va payer un frais de gestion. Et absolument, ça pourrait faire une différence, surtout quand on a beaucoup de temps devant nous avec un grand horizon de placement, parce que comme on avait mentionné plus tôt, c'est quand même, comment dire, une bonne chose qu'on a un grand horizon de placement devant nous parce que ça nous permet beaucoup de temps pour avoir de l'intérêt composé. Mais l'intérêt composé, ce n'est pas quelque chose que seulement nous va pouvoir profiter, mais n'importe qui. Alors, les frais de gestion, si on y pense, ça aussi, ça pourrait avoir de l'intérêt composé. Si on parle d'un frais de 2% par année, eh bien c'est 2% cette année-ci, 2% l'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine, et ça continue en perpétuité. Si on y pense vraiment comme ça, c'est quelque chose qui ne va pas dans notre direction du tout. Nous, on aimerait avoir aucun frais et de pouvoir garder
nos revenus de placement en 100%. Mais idéalement, comment dire, réalistiquement, il y aura des frais. Par contre, il y en aura qui aura plus de frais que d'autres. Et alors, la première des choses, c'est que ça dépend un peu de la gestion en tant que telle du placement. Il y aura la gestion active qui habituellement pourrait être un peu plus chère que la gestion passive. Et ça, c'est tout simplement parce que la gestion passive, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Oui, des fois, il y aura du rebalancement, des choses comme ça. Mais le gestionnaire de portefeuille, la vie est belle. Alors, il y aura moins de frais. Mais juste pour illustrer, Megan, j'avais un graphique ici qu'on avait pris du webinaire qui illustre en fait une croissance de 5 000 par année à 8%. 8% de rendement, si on parlait de 40 ans devant nous, eh bien, ce 5 000 $-là, ça pourrait, avec un frais de 2%, on pourrait quand même avoir des excellents résultats qui pourraient amener ce 5 000-là jusqu'à 800 000 $. Donc, c'est excellent. Mais j'avais aussi sur ce graphique-là quelque chose qui illustre un frais de 0,5%, donc environ un quart du frais qu'on avait mentionné. Bien, ça représente une très grande différence à long terme parce que ce même chiffre-là de 5 000 $ par année à 8% sur 40 ans, on pourrait aller jusqu'à 1,2 million de dollars au lieu de 800 000. Et ça, c'est uniquement basé sur le frais de 1,5% de plus. Alors, si on pense 1,5%, c'est pas grand-chose, peut-être à court terme, mais à long terme, ça, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus. Et étant donné qu'on a probablement plus d'argent investi, bien ce 1,5%-là, ça représente plus en dollars que initialement, qu'on avait 5 000 la première année, 1,5%, OK, mais quand on aura 800 000 à un moment donné, 1,5%, c'est pas donné. Alors, c'est quelque chose qui pourrait quand même illustrer ça. Mais aussi, Megan, c'est dans la mesure du possible, n'est-ce pas? Parce que les frais, c'est pas tout. Il y en aura des fonds que il y aura des frais plus faibles, mais pas nécessairement la meilleure performance. Alors, c'est quand même important d'évaluer les deux choses. Mais si on pense vraiment au rôle que ça représente les frais de gestion, ça pourrait vraiment aller dans la mauvaise direction, tout dépendant de l'horizon de placement et du frais en tant que tel. C'est sûr que le moins de frais, le meilleur, si on pense vraiment à simplifier la conclusion. D'accord. C'est la transition parfaite pour en venir aux approches passives et simplifiées d'investissement à prendre en compte pour la retraite. Commençons par examiner les fonds communs de placement. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette approche? Oui, exactement. Les fonds communs de placement, c'est quelque chose en fait, c'est un produit qui est naturellement assez diversifié dans le sens où il n'y aura pas seulement un produit habituellement dans un fonds commun de placement. C'est un fonds où on va pouvoir contribuer notre argent et en tout, dans l'entièreté de ce portefeuille-là, il y aura un gestionnaire de portefeuille qui vont faire des décisions pour activement rechercher les placements. Quoi acheter, quoi vendre, quand vendre. Et ces fonds-là vont avoir tendance à être diversifiés parce que eux aussi, c'est des professionnels habituellement. Les gestionnaires de portefeuille, ils savent c'est quoi la diversification. Par contre, ils ne travaillent pas gratuitement, donc il y aura des frais qui sont peut-être généralement plus élevés que d'autres produits. Alors, c'est jamais quand même parfait en tant que produit. Comme tu avais mentionné, Megan, il y a des avantages, il y a des inconvénients, et un des inconvénients, c'est qu'il y a des frais de gestion. Et on vient de discuter de l'impact des frais. Par contre, euh, il y a aussi des avantages qu'on a mentionnés, la diversification, le fait que c'est un gestionnaire de fonds qui travaille pour nous essentiellement. Ils vont prendre cet argent-là. C'est pas seulement notre argent, c'est le fonds en tant que tel, mais nous, on a des parts de ce fonds-là que eux, le fonds, ils vont avoir tous ces produits-là qu'on a déjà. Donc, naturellement, on va avoir assez de diversification si on assume que c'est bien diversifié. Mais en plus de ça, ça vaut la peine de mentionner aussi, Megan, que si on parle historiquement, il y a peu de chances que la gestion active pourrait surpasser le marché. Alors, il y a quelque chose aussi qui existe en tant que gestion passive. Et ça existe pour les fonds communs de placement également que les fonds négociés en bourse. Et c'est une autre stratégie qui fait en sorte que, OK, il y aura moins de décisions à prendre, il y aura moins de gestion active de la part
gestionnaires de portefeuille. Et si on parle de ça, c'est que l'inconvénient de la gestion active, ou un des inconvénients, c'est qu'il y aura des frais plus élevés que la gestion passive. Alors, tout dépend de quelle stratégie correspond le mieux à vos objectifs. Les deux existent, mais en tant que produit en tant que tel, ça pourrait être un instrument qui a tendance à quand même être populaire et surtout quand on va discuter de quelques exemples que Brian travaille avec, il y a certains types de portefeuilles comme les fonds communs placement qui ont des objectifs comme la retraite en tête dans vraiment le thème principal du fonds. Il y aura des fonds de chaque envergure, chaque diversification, chaque exposition. Donc, il y a vraiment plusieurs types, mais en tant que produit en tant que tel, voilà quelques avantages, désavantages que ça apporte. Merci, Simon. Alors, vous l'avez mentionné, les fonds communs de placement ne sont pas parfaits. Alors, quels sont les facteurs que les Canadiens devraient garder à l'esprit lorsqu'ils choisissent des fonds communs de placement pour leur portefeuille de retraite? Oui, bien, on en a mentionné quelques-uns. Le frais de gestion, est-ce que ça correspond? Est-ce que ça fait du sens où ce qu'on veut aller? OK. Maintenant, on avait parlé de la volatilité. Donc, est-ce que c'est assez diversifié comme portefeuille? Est-ce que c'est quelque chose qui a un peu de, OK, est-ce qu'il y a des actions? Est-ce qu'il y a des titres à revenu fixe? Si oui, OK, dans quel secteur du marché? Dans quelle partie du monde? Des choses comme ça. Donc, il y a plusieurs manières de diversifier. Alors, ce qui est encore plus important que ça, Megan, c'est que euh, il faut se poser la question, qu'est-ce que nous on recherche dans notre portefeuille? Parce que ça vaut la peine de mentionner, on n'est pas obligé d'en avoir seulement un aussi. On pourrait en avoir d'autres portefeuilles pour différents objectifs et pour différents comptes. Alors, si par exemple, moi je suis quelqu'un qui adore les fonds communs de placement, juste comme exemple, eh bien je pourrais en avoir un qui est un peu plus mieux axé vers la retraite, justement, et je pourrais en avoir un autre qui est plus axé vers un objectif à court terme, que peut-être que celui-là serait un peu moins diversifié, un peu plus exposé dans un secteur que j'apprécie. Donc, il y a plusieurs types. Alors, voilà quelques petits facteurs à considérer, le frais de gestion et son exposition. Ça serait quelques façons de différencier quel type de fonds que ça s'agit. Alors, Simon, il y a plusieurs investisseurs qui sont intéressés par des FNB de retraite à date cible, qui sont fondés sur une trajectoire d'ajustement progressif qui précise la modification de la composition de l'actif au fil du temps. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui détermine cette trajectoire? Oui, bien, premièrement, c'est un fonds commun de placement, habituellement un portefeuille, qui a un objectif en tête qui est une date, en fait. Et cette date-là, c'est dans la mesure où ce que nous, en tant qu'investisseurs, on sait qu'on aimerait peut-être idéalement prendre notre retraite à, je sais pas, l'année 2040, par exemple, ou 2060, peu importe, il y en aura. Et en fait, Brian de Evermore Capital, ils ont créé ces portefeuilles-là disponibles aux Canadiens. Mais peu importe ce que c'est vraiment, c'est que c'est un fonds qui va changer sa stratégie au fil du temps pour avoir comment dire, une gestion de l'actif, en fait, qui est plus appropriée pour le stade de vie que cette personne-ci sera. Alors, ce que ça veut dire vraiment, et c'est que, étant donné que c'est un objectif à très long terme qui requiert beaucoup de patience, beaucoup de temps, eh bien, on a beaucoup de temps devant nous qui fait en sorte qu'on pourrait peut-être assumer une meilleure exposition dans les titres qui rapportent un peu plus, historiquement parlant, les actions, les fonds communs de placement, les FNB. Habituellement, ça, c'est un des produits que Brian avait dit qu'il serait important à avoir dans le portefeuille quand on est plutôt dans l'économie euh, de cet objectif-là. Le plus tôt qu'on est, le plus de temps qu'on a devant la retraite, le plus qu'on pourrait incorporer ces types de produits-là. Et Brian, c'est ça qu'il va faire avec ces fonds-là, qui sont à date cible. Alors, si moi, je sais que j'ai 30 ans devant moi, maintenant on est en 2023, si on avait un fonds à date cible 2053, eh bien, quand on commence à se rapprocher vers cette date-là, le portefeuille va devenir un peu moins risqué. Et moins risqué dans le sens où ce qui sera un peu plus balancé dans son approche, où ce qui aura peut-être moins d'exposition dans les titres comme les actions et les marchés boursiers comme
comment dire, les fonds négociés en bourse, les fonds communs de placement, il y aura moins d'exposition et il y aura peut-être un peu plus de titres à revenus fixes qui sont quelque chose qui vont donner un certain un rendement et dans la même longueur d'onde, un peu plus de diversification. Et on sait que la diversification, ça réduit le risque. Alors, ça va avoir un portefeuille qui va changer et évoluer dans le stade de vie qu'on va se présenter. Donc, on a une date cible de 2053 et quand on se rapproche, on aura un portefeuille un peu plus approprié d'après le gestionnaire de portefeuille dans l'échelonnement de ses placements et ainsi de suite. Donc, c'est un produit assez intéressant que eux, ils vont envisager vraiment un certain type comment dire, d'objectif, en fait, qui est la retraite. Et ils vont faire en sorte d'avoir un portefeuille qui se gère lui-même pour avoir quelque chose qui est approprié. Je dis le mot approprié juste dans le sens où c'est quelque chose qui va être un peu plus diversifié quand on en a besoin. Alors, quand on se rapproche de la retraite, on sait comme on avait dit au plus tôt euh, dans notre webinaire, Megan, on avait dit qu'on doit avoir cet argent-là et on veut le conserver le plus longtemps possible. Eh bien, le conserver, ça veut dire l'avoir un peu plus de diversification, un peu moins de risques, en fait. Et ça, ils vont prendre ça en considération dans la gestion de ce portefeuille-là. Alors, c'est un peu ça, un FNB ou un fonds commun de placement date cible. Et ça, c'est quelque chose qui peut bien sûr être utilisé en combinaison avec d'autres produits aussi. On n'est pas obligé d'avoir nécessairement seulement ça ou si, par exemple, on a des situations qui vont changer aussi dans la vie, comme si, par exemple, au lieu de 2053, j'aimerais peut-être prendre ma retraite à 2060. Eh bien, il y en aura des produits comme ça aussi. Donc, c'est vraiment d'explorer un peu qu'est-ce qui fait le plus de sens pour nous, pour nos objectifs. Et voilà un produit avec plusieurs d'autres aussi qui sont disponibles, plusieurs types de comptes, plusieurs types de placements. Et c'est toutes des choses qui pourraient peut-être nous apporter des outils à atteindre nos objectifs comme la retraite. Très bien, merci beaucoup de nous avoir présenté ces trois approches visant à simplifier les investissements pour la retraite. Nous allons maintenant commencer la période de questions en direct, mais d'abord le moment que vous attendiez tous. La réponse à notre question du jour. À titre de rappel, la question était: combien d'argent un ménage canadien moyen détenait-il dans des régimes de retraite privés comme des REER collectifs, des REER personnels, des fonds enregistrés de revenus de retraite ou FER et des comptes de retraite immobilisés ou créés en 2019? Et la réponse est environ 345 400 selon les données de Statistique Canada. Cela pourrait ne pas sembler suffisant pour la retraite et pour de nombreux Canadiens, ça ne l'est probablement pas. Un sondage de 2018 de l'Institut national de la paie a révélé que les employés canadiens estiment avoir besoin d'au moins 500 000 à 1 million de dollars pour la retraite. Toutefois, n'oubliez pas que ce chiffre de Statistique Canada ne tient pas compte des programmes publics comme la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenus garanti ou le régime de pension du Canada. Il ne comprend pas non plus les fonds détenus dans un CELI ou un compte non enregistré, ni les actifs non financiers comme les biens immobiliers, les véhicules et des capitaux propres dans une entreprise. Il y a d'autres sources de revenus qui pourraient contribuer à l'actif financier total d'un Canadien moyen à la retraite. OK, Simon, passons maintenant à la période de questions.